collègues, je vous prie de m'excuser pour mon retard, mais les embouteillages sur l'autoroute m'ont bloqué, malheureusement. Je vous demande donc encore une fois de m'excuser. Je vais procéder à l'appel nominal et vérifier si nous avons le quorum. Madame Destin. Oui, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, donc, David Zobda. Présent. Alex Bridgeton. Claire Tunorfé. Oui, je l'ai vu. Elle arrive, elle est en train de Oui, je l'ai vu. Georges Louis-Lebon a donné procuration à madame Eugénie Zobda. Judith Laborieux. Omer Murté. Christina Joseph Moroz. Louis Cadignan. Nian Virginie. Là aussi. Louis-Félix Filet. Yannick Etienne-Dot a donné procuration à Mme Claudia Lérigab. Henri Basson a donné procuration à Monsieur le maire. Luc Ledoux. Rodolphe Bocali. Marie-Ange Bison. Excusez, Rodolphe Bocali. Excusez. D'accord. Marie-Ange Bison, non. Monique Kraspag. Eugénie Zobda. Micheline Carollet. Fred Samo, Miguel Marilus, David Doulin, Max Burdi, Jean-Pierre Jean-Louis, Claudie Vétro, Mylène Charlotte Abricot, Claudia Lérigab, José Crampel, Sandrine Elisabeth Gabé, Lionel Victoire, Maël Bourgeois, Madame Lucie Latour a donné procuration à Monsieur Omer Murté, Yolène Pendant, Pierre-Joseph Adélaïde, Thierry Bernard Adel, Raoul Oligny, Cindy Sillon, Nelly Charlotte, Claude Marlin, Fabrice Dunon. C'est bon, monsieur? Oui, monsieur. Qui est-ce? Sandrine Gabé, d'accord. Très bien, je pense que nous avons le quorum. Le quorum est à terre. Ok, très bien. Je vais demander à Omer Murté et à Monique Raspac s'ils veulent assurer le secrétariat. Très bien, donc accepté. Nous allons faire le premier point, procéder à l'adoption du procès-verbal de la séance précédente, celle du 30 novembre 2023. Vous avez reçu, est-ce que vous avez des remarques à formuler sur sa rédaction? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci collègues, le PV est adopté en l'état. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Nous abordons notre conseil municipal de ce jour avec un certain nombre de points à l'ordre du jour. D'abord des dossiers cabinets que je vais présenter moi-même, remplacement d'un élu au sein de la commission des listes électorales, présentation des comptes rendus financiers de DEFIA, concession d'aménagement de la ZAC du Calbassier, celle du Calbassier toujours pour les places publiques, et ensuite la sauvegarde de l'ancien hôpital du Bourg et la reconversion de la friche urbaine. Ensuite, nous irons sur les droits et réglementations avec Judith Laborieux, l'état civil avec Claire qui va nous présenter l'instauration de caveau provisoire au cimetière communal. Les affaires culturelles ne seront pas présentées par Georges Louis, mais par Eugénie Zobda, compte tenu du fait qu'il est absent aujourd'hui. La vie associative, la nuit avant Noël et Carnaval, sera présentée par Monique Raspag. La fête des sportifs, la Mantinois et le projet de création de parcours sport, santé, équipement périphérique, ainsi que le parcours de la flamme olympique seront présentés par Lionel Victoire. Sauf le point création d'un parcours sport, santé, équipement périphérique que je demande de sortir de l'ordre du jour. Parce que moi, le dossier n'est pas encore tout à fait prêt. Donc, je propose qu'on le sorte de l'ordre du jour. On le présentera en début d'année, en année prochaine, au mois de janvier, parce qu'il faut absolument que l'on fasse ce parcours sport, santé. Ensuite, direction stratégie, appui développement, contrôle de gestion. Louis-Félix Filet va présenter l'ensemble des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens, à l'exception de la convention relative à l'OMAS que je vais présenter, puisqu'il est lui-même président de l'OMAS. Et puis la direction générale adjointe concernant les finances, l'ADM modificative numéro 4 sera présentée par notre collègue Miguel Marilus, ainsi que les autres points
relatif aux finances. Et puis, la maîtrise foncière des terrains des 50 pas, dossier très important, évidemment, ce projet sera proposé par notre collègue, je ne sais pas si c'est Fred ou c'est Fred qui présente, oui. Et puis, la synthèse des marchés publics, Louis-Félix fera la synthèse. Donc, je commence tout de suite avec le point numéro 1, il concerne le remplacement d'un élu au sein de la commission de contrôle des listes électorales. La section 4 du memento de la commission de contrôle des listes électorales relatives aux fonctions incompatibles avec la qualité de conseiller municipal et membre de la commission de contrôle dispose qu'aucun conseiller municipal ne peut être membre de la commission de contrôle de la commune s'il en est maire, adjoint titulaire d'une délégation, quelle que soit de signature comme de compétence, ou conseiller municipal titulaire d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale. Monsieur Henri Basson, membre titulaire de la commission de contrôle électoral, a été élu adjoint au maire par délégation du conseil municipal du 30 novembre 2023. Il est titulaire de la délégation élection par arrêté numéro, on va passer le numéro, mais celle du 5 décembre 2023. Ainsi, il ne peut plus siéger au sein de la dite commission. Conformément au memento, il convient donc aujourd'hui de le remplacer. Le bureau municipal a désigné Madame Micheline Carollet comme membre titulaire de la commission de contrôle des listes électorales et M. Lionel Victoire comme membre suppléant. Proposition de décision, il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur le remplacement de M. Henri Basson en sa qualité de membre de la commission des listes électorales par Mme Micheline Carollet avec comme suppléant Lionel Victoire. Voilà le point tel qu'il est. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. Je vais vous présenter tout de suite le point numéro 2, la présentation des comptes rendus financiers d'opération confiés à DEFIA. Vous avez en annexe tous les points relatifs à DEFIA en concession et en mandat. Chaque année, nous revoyons ce plan financier, le compte rendu financier, ainsi que la contribution et la participation de la ville sur le budget 2024 concernant DEFIA et les opérations. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1983 relative au SEM, au SEM local et aux articles relatifs aux dispositions financières contenues dans les conventions, la SEMAVille présente au conseil municipal, donc DEFIA aujourd'hui, présente au conseil municipal les documents comptables suivants, les comptes rendus financiers, les bilans prévisionnels actualisés et les plans de trésorerie faisant apparaître le montant de la participation et ou l'avance remboursable de la ville. Ces documents concernent les opérations en concession. Il y a la ZAC du Calbassier, le lotissement à Cajou, Monde Pavillon, aménagement Bois-Carré et RHI Vieux-Pont, et sur les mandats Canal Lamentin et aménagement Pelletier. Il est donc demandé à l'issue, et au vu des documents qui vous sont envoyés, il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les bilans actualisés, la rémunération de la SEM imputable aux opérations en 23 et 24 et le versement de la participation 23, 24 et 25 selon le tableau suivant. Donc vous avez le tableau en concession avec la contribution 2024 qui s'élève au total pour ZAC du Calbassier et RHI Vieux-Pont à 2,14 millions et les participations sur les années suivantes. Et puis vous avez en mandat deux opérations, Canal Lamentin et aménagement Pelletier qui sont terminées et qui sont en instruction par les services et qui devront justifier le reversement à la ville de montant de 405 000 euros. Donc nous sommes appelés à contribuer pour l'année 2024 à notre participation à hauteur de 2,14 millions. Voilà, chers collègues, ce qu'il faut comprendre de tout ça. Le débat est ouvert s'il y en a. Vous souhaitez la parole? Bien. Mais nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Une abstention, 3 contre. Procuration, donc 2 abstentions et... Il y a une procuration sur le groupe? Oui, d'accord, ok. Très bien. Merci, collègues. Le point suivant est relatif... il faudrait que je le trouve déjà. Oui, mais il faut que je le trouve. Voilà. Voilà, il s'agit de la concession d'aménagement de la ZAC du Calbassier avec une COT du domaine privé communal de la ville du Lamentin pour une rénovation et l'extension du marché aux poissons. Par délibération en date du 24 juillet 1995, la ville a confié à SEMAVille, donc aujourd'hui à DEFIA, qui a repris les concessions, la concession d'aménagement de la ZAC du Calbassier. Cette concession comprend l'actuel marché aux poissons qui est à la rue de l'Abattoir.
Cet équipement, qui est un maillon essentiel de l'attractivité du cœur de ville, devra être à la fois réhabilité, mais également étendu afin d'apporter une offre de services élargie autour de la transformation des produits de la mer. La société DEFIA, pour le besoin de ce projet, inscrit dans le programme Action Cœur de Ville, souhaite regrouper les parcelles de la ville, la B484 et la B490, qui sont attenantes au marché aux poissons, avec celle de la Société d'économie mixte afin d'avoir une maîtrise foncière la plus large possible en vue d'un aménagement cohérent. La société DEFIA sollicite une convention d'occupation temporaire, une COT, constitutive de droit réel au profit de la Société d'économie mixte. Le document de concertation a été présenté le 3 octobre 2023 en réunion publique auprès des marchandes et marchands. Prochainement, l'étude de faisabilité sera présentée aux commissions sectorielles ainsi qu'au conseil municipal pour décision. Donc aux commissions sectorielles pour avis et au conseil municipal pour décision. Concernant cette COT, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la convention d'occupation temporaire constitutive de droit réel des parcelles B484, B490 au profit de DEFIA pour la rénovation et l'extension du marché aux poissons sur la concession du Calbassier. Voilà ce qui vous est proposé aujourd'hui, les 2 parcelles limitrophes du marché aux poissons qui vont constituer un ensemble avec le foncier qui est déjà disponible pour la reconstruction du marché aux poissons et son élargissement et sa pluriactivité. Voilà, chers collègues. Est-ce qu'il y a sur cette COT des remarques ou des questions? C'est assez simple, c'est assez classique. C'est un foncier qui reste propriété de la ville, mais nous faisons avec eux une convention d'occupation temporaire pour permettre la réalisation d'équipements. S'il n'y a pas de remarques, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui s'abstiennent? Oui, mais j'attendais que tout le monde comprenne qu'il faut s'abstenir. J'attendais que tout le monde comprenne qu'il faut s'abstenir. Non, je plaisantais. J'attendais. Comme Thierry était occupé, il ne pensait pas à voter. Le deuxième point est identique. Il s'agit de... Attendez, oui, mais j'en ai raté un, non? Non, c'est ça? Mais non, mais je ne l'ai pas là. Voilà. Concession d'aménagement de la ZAC du Calbassier, c'est pareil. C'est une convention d'occupation temporaire du domaine privé communal de la ville du Lamentin pour l'aménagement des places publiques. Par délibération, en date du 24 juillet 1995, la ville du Lamentin a confié à Sémaville, actuellement DEFIA, la concession d'aménagement de la ZAC du Calbassier. Lors de la transformation de Sémaville en DEFIA en 2020, il a été acté de prolonger la concession pour la réalisation du développement urbain récemment décidé par la ville. Pour la réalisation du développement urbain récemment l'extension de la concession d'aménagement avec la création du périsecteur 3 d'une surface de 2500 m² englobe les abords du marché couvert inscrits à l'inventaire des monuments historiques, la place Berland inscrit aussi à l'inventaire des monuments historiques. La société DEFIA, pour le besoin de ce projet, inscrit dans le programme Action Cœur de Ville, souhaite regrouper les parcelles de la ville B503 et B506 avec la parcelle non cadastrée de la place Berland à celle de la Société d'économie mixte afin d'avoir une maîtrise foncière plus large possible en vue d'un projet d'aménagement cohérent. DEFIA sollicite donc une convention d'occupation temporaire constitutive de droit réel au bénéfice de la Société d'économie mixte. Ce projet de place publique a été présenté pour information à la Commission d'urbanisme et d'aménagement du territoire et du développement durable le 11 juillet 2023. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la convention d'occupation temporaire portant sur les parcelles B503, B506, constitutives de droit réel, et la parcelle du domaine public non cadastré de la place Berland au profit de DEFIA pour l'aménagement des places publiques sur la concession du Calbassier. Donc c'est la même opération que pour le marché aux poissons. C'est une convention d'occupation temporaire de l'espace municipal. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Dossier similaire concernant la reconversion de la friche de l'ancien hôpital, donc la sauvegarde de l'hôpital du Bourg. Par délibération en date du 28 novembre 2022, la ville du Lamentin a acté la cession à titre onéreux de la parcelle C675 de l'ancien hôpital du Bourg à DEFIA. Pour mener à bien cette nouvelle mission, la Société d'économie mixte assurera le portage et la valorisation foncière confiée par la collectivité. Il s'agit désormais d'engager avec tous les acteurs concernés, sans délai, une action d'aménagement pour la reconversion de la friche urbaine. En effet,
Face à l'abandon manifeste, le temps est donc un impératif car cet îlot dégradé participe au sentiment des prises du cœur de ville. Or, une opération d'aménagement commence à prendre forme au bout de 3 ans de formalités administratives et verra les premières réalisations livrées au bout des 2 ans qui suivent. Dans l'attente des transferts de dominalité, DEFIA sollicite une convention d'occupation temporaire constitutive de droit réel en vue du proto-aménagement de ce projet inscrit dans le programme Action Cœur de Ville. Une proposition analogue sera soumise au conseil de surveillance du CHUM concernant les parcelles C212, C676 et C677 afin d'avoir une maîtrise foncière totale qui sera financée par un projet de portage foncier de la Banque des Territoires. Si après une proposition d'esquisse, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'occupation temporaire constitutive de droit réel de la parcelle C675 au profit de DEFIA pour la reconversion de la friche urbaine de l'ancien hôpital du Lamentin dans l'attente du transfert de domanialité. Voilà, chers collègues, concernant cette parcelle qui appartient à la ville du Lamentin et que nous allons proposer en COT en attendant que DEFIA en fasse l'acquisition. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Très bien. Je vous remercie. Je vais donc passer au point suivant, réglementation et droit de voirie. Dérogation au repos hebdomadaire. Je passe la parole à Judith Laborieux. Merci, Monsieur le maire. Alors, il s'agit d'une dérogation au repos hebdomadaire. C'est un dossier qui revient chaque année. Alors, la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite la loi Macron, a largement modifié le régime des exceptions au repos dominical des salariés. Alors, cette loi autorise le maire à fixer 12 dérogations maximum par an au principe du repos hebdomadaire. Cependant, pour être valable, la liste des dimanches doit, après consultation des organisations patronales, des syndicats de salariés et de l'EPCI à fiscalité propre auquel est rattachée la ville, donc la CACEM, être fixée par arrêté municipal avant le 31 décembre pour l'année suivante. Alors, des organisations patronales et syndicales, le Code du travail impose que l'avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressés soit recueilli avant la prise de l'arrêté fixant la date des dimanches pour lesquels l'ouverture est autorisée. Ces avis ne lient pas la décision du maire. Concernant le conseil municipal, dès lors que le maire envisage d'autoriser une dérogation au repos hebdomadaire, il doit recueillir au préalable l'avis du conseil municipal. S'il s'agit d'un avis simple qui ne lie pas le maire, cependant, il doit le consulter. Concernant les organes délibérants de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre, dès lors que le nombre de ces dimanches n'excède pas 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre, en l'occurrence la CACEM. Par courrier en date du 11 juillet 2023, la ville a demandé aux organisations patronales de faire des propositions de date d'ouverture dominicale. La date butoir de retour de ces propositions avait été fixée au 1er août 2023. Or, aucune organisation patronale ne s'est prononcée sur la question à ce jour. Par ailleurs, les centres commerciaux de la Galeria et de Place d'Armes, ainsi que certains commerces qui sont coutumiers de demande de dérogation, ont été également sollicités. Les sociétés Soco Armes, Leclerc Place d'Armes, Socomex, Leclerc Galeria, Icabam, Decathlon, Soco 10, le centre commercial La Galeria ont proposé les dates ci-après. Donc, vous avez la liste des dates, 7 janvier, 11 février, 31 mars, 19 mai, 26 mai, 16 juin, 10 novembre, 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre et le 29 décembre 2024. Ces propositions de date ont été soumises à la CACEM pour avis par courrier en date du 18 septembre 2023. Cette dernière a jusqu'au 24 novembre 2023 pour y répondre. Aucune réponse n'a été adressée à la ville à ce jour. Les organisations patronales et syndicales ont également été interrogées le 17 août 2023 sur ces propositions de date. Propositions et décisions ou avis. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur les dates de dérogation au principe du repos hebdomadaire proposé pour l'année 2024. Merci Judith. Donc,
Concernant les dates de dérogation et le principe, quels sont ceux qui souhaitent s'exprimer? Oui, Fred. Merci, Monsieur le maire. Une question. Comme l'avis de la CACEM, visiblement, c'est un avis conforme qui doit être donné. Le fait qu'on n'ait pas eu de retour, est-ce que ça ne bloque pas le processus? Non, non, pas bloquant. Pas bloquant. De même, on n'a pas non plus le retour des organisations syndicales, mais ce n'est pas bloquant, on peut envoyer notre avis. Voilà. Mais on est tenu de solliciter. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. État civil, affaires militaires, je passe la parole à Claire Dunorfait concernant l'instauration de caveaux provisoires au cimetière communal. Merci, Monsieur le maire. Alors, pour permettre à leurs administrés de déposer de manière temporaire un cercueil en attendant l'inhumation définitive, les communes doivent disposer d'au moins un caveau provisoire. Cet emplacement s'avère donc utile lorsque le tombeau destiné à accueillir le défunt est en cours d'achèvement ou en cas de conflits familiaux. Le caveau provisoire peut également accueillir des boîtes à ossements. Concernant la réglementation, les conditions dans lesquelles un corps mis en bière peut être déposé à titre temporaire dans l'attente de la réalisation de la crémation ou de l'inhumation définitive sont fixées par l'article R 2213-29 du Code général des collectivités territoriales, tiré de l'article 28 du décret 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires. Cette recommandation invite les maires à se mettre aux normes. Concernant les conditions à respecter, un caveau provisoire doit respecter certaines règles de salubrité et de décence. Il doit être doté d'une capacité raisonnable et être protégé des éventuelles agressions extérieures comme les dégradations volontaires de sépultures ou les conditions climatiques rigoureuses, et ce, afin d'être en conformité avec la législation. Peuvent être placés dans un caveau provisoire les défunts appelés à être inhumés dans le cimetière communal ou en dehors de celui-ci. Le dépôt du corps dans le caveau provisoire peut se faire sur demande présentée par un membre de la famille du défunt ou encore toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles après autorisation de la mairie. Si l'inhumation va au-delà de 6 jours, un cercueil hermétique doit être utilisé et la case dans laquelle est déposé le cercueil doit être de suite refermée et maçonnée après le dépôt. Le caveau provisoire mis à la disposition de la famille est gratuit pour le premier mois. Au-delà, il est payant. Un placement dans un caveau provisoire ne peut pas excéder une période de 6 mois. Si la famille ne récupère pas les dépouilles du défunt au-delà de ce délai, le maire peut procéder à une inhumation définitive en terrain commun ou encore à une crémation. Il en est de même en cas de constat de risque sanitaire lors du dépôt. Concernant la gestion du caveau provisoire, la gestion, l'entretien et la construction de caveaux provisoires sont sous la responsabilité de la commune ou encore d'un établissement public de coopération intercommunale. Si le caveau provisoire appartient à un particulier qui aura donné son accord pour l'inhumation provisoire d'un défunt, l'autorisation du maire sera toujours requise. La durée d'occupation ne pourra pas non plus aller au-delà des 6 mois. À l'issue du délai, celui-ci pourra solliciter du maire l'exhumation du corps qui y a été déposé sans que la famille du défunt ne puisse s'y opposer. Le caveau provisoire peut être construit en sous-sol, comme un caveau de concession familiale, ou encore en feu, c'est-à-dire en hors-sol. Pour effectuer la demande, le demandeur dépose sa requête à la mairie. Il devra préciser ses noms, prénoms et coordonnées, son lien de parenté avec le défunt. Il devra également préciser le nom, la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse du cimetière où aura lieu l'inhumation temporaire, ainsi que la durée du placement. Concernant les tarifs de placement en caveau provisoire sont fixés par les communes. Ils sont donc libres car il s'agit d'un acte de gestion du domaine public.
En cas de retard de paiement et après avis à la famille, la commune peut exhumer le corps et le faire inhumer en terrain commun. Lorsque le moment de l'exhumation du cercueil est venu, cette action est réalisée dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que les exhumations ordinaires. Les frais sont donc à la charge des proches du défunt. Le tarif peut être déterminé soit sous la forme d'une location à l'image du système employé pour les enfeux, soit sous la forme d'une redevance. Si le système de location est retenu, le tarif à appliquer peut se situer dans une fourchette de prix entre 67 et 100 euros pour les 6 mois. Dans la mesure où le conseil municipal opterait pour le système de redevance, le tarif évoluera chaque mois supplémentaire. Par exemple, si la ville fixe la redevance à 100 euros par mois, la première redevance s'élèvera à 100 euros. Si le corps est maintenu dans le caveau, la deuxième redevance, qui équivaut à 3 mois d'occupation, s'élèvera à 100 euros, auquel on ajoutera le montant de la première redevance, soit au total 200 euros. Au tarif de chaque mois sera rajoutée la somme des mois précédents afin de dissuader le demandeur d'occuper le caveau durant la totalité de la durée réglementaire de 6 mois. Alors, comme proposition, le bureau municipal a proposé de retenir le principe de la redevance. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'instauration d'un caveau provisoire dans le cimetière communal ainsi que le tarif à appliquer. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Concernant ce caveau provisoire que nous allons mettre en place, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oui, José. C'est un outil structurant. Enfin, merci de me donner la parole, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un outil structurant puisqu'on connaît les grandes difficultés que peuvent connaître les familles en cas de défunt, en cas de décès. Donc, c'est un excellent outil. Comme les concessions dont on a parlé précédemment, notamment l'aménagement du marché aux poissons, l'aménagement de la ZAC du Cap-d'Acier. Donc, on s'installe dans une véritable structuration de notre ville. C'est une excellente chose. Ok. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vais donc proposer que l'on passe au vote concernant l'instauration d'un caveau provisoire dans le cimetière communal, ainsi que le principe de la redevance. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe aux affaires culturelles. Je passe la parole à Eugénie Zobda concernant l'attribution de subventions de fonctionnement aux associations culturelles. C'est la dernière tranche. Il s'agit d'une association. Prends le micro. Merci, monsieur le maire. Non, ramène-le au contraire qu'on t'entende. Voilà. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, la commission culture vie associative, en sa séance du 15 novembre 2023, a favorablement examiné la demande de subvention de fonctionnement en faveur d'un bénéficiaire, qui est le foyer rural de Rochecarré, indiqué ci-après dans le tableau de calcul joint. Alors, le budget alloué à la commission culture au titre de l'année 2023 pour les subventions aux associations culturelles est de 70 426 euros. Ce montant est supérieur à celui de l'année 2022, qui était de 63 000 euros, et traduit la volonté manifeste de l'édilité d'accompagner davantage les associations culturelles qui œuvrent sur le territoire. L'attribution des subventions de fonctionnement tient également compte des actions réellement menées par les associations. Le forfait de base attribué aux associations nouvelles est aussi revu à la hausse. Il passe à 700 euros. Alors, la commission réunie le 15 novembre 2023 a donné un avis favorable pour l'attribution de la subvention de fonctionnement à l'association culturelle du foyer rural de Rochecarré de montant de 3 200 euros pour la troisième tranche. La dépense sera imputée du budget communal. Donc, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution de la subvention de fonctionnement à l'association culturelle Foyer rural de Rochecarré pour la troisième tranche de l'année 2023, pour un montant de 3 200 euros. Merci beaucoup. Donc, c'est la dernière association à pouvoir bénéficier de la subvention de fonctionnement. Il faut dire qu'elle était assez en retard sur les documents à nous fournir. Quels sont ceux qui veulent intervenir? S'il y en a, c'est classique. Donc nous accordons
une subvention de 3 200 € à l'association Forêt Rurale de Roche-Carré. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. On fait le point suivant concernant les attributions de subventions exceptionnelles pour les arbres de Noël. Il s'agit de 2 associations, Oui, alors, Roche-Carré et La Cigogne. il s'agit de la Cigogne et du foyer rural de Roche-Carré. Donc la commission culture vie associative, en sa séance du 15 novembre 2023, a favorablement examiné des demandes de subventions exceptionnelles et pour l'organisation d'arbres de Noël en faveur des bénéficiaires, indiqués ci-après dans le tableau de calcul joint. Donc le budget alloué à la commission culture au titre de l'année 2023 pour les subventions aux associations culturelles est de 70 426 €. Ce montant est supérieur à celui de l'année 2022 qui était de 63 000 €. Par ailleurs, les actions menées par les associations sont toujours prises en compte pour les subventions exceptionnelles. Donc vous avez le tableau 6 juin. Alors, la commission réunie le 15 novembre 2023 a donné un avis favorable pour l'attribution des subventions exceptionnelles en faveur des associations culturelles pour l'organisation des arbres de Noël pour un montant de 2 640 €. La dépense sera imputée du budget communal. Alors, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la 3e tranche d'attribution des subventions exceptionnelles pour l'organisation des arbres de Noël pour enfants aux associations culturelles au titre de l'exercice 2023 pour un montant total de 2 640 €. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Des remarques concernant ces arbres de Noël, ces associations? C'est un complément puisqu'on en a déjà validé 6 ou 7 la dernière fois. Je propose que l'on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe au point suivant, la modification de la délibération portant sur la mise en place de la commission mémorielle et artistique. Oui, oui, monsieur le maire. Donc, l'article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales pose le cadre juridique existant concernant les commissions extramunicipales qualifiées de commissions ad hoc. Conformément à cet article, le conseil municipal de la commune du Lamentin a décidé par délibération du 20 octobre 2022 la création d'une commission ad hoc mémorielle et artistique. Par délibération du 20 octobre 2022, le conseil municipal a souverainement créé la commission mémorielle et artistique. Dans le règlement intérieur de la ville, 2 articles ont trait à cette instance. L'article 27 sur les commissions extracommunales, selon lequel le conseil municipal peut créer des commissions extramunicipales dont la commission et les modalités de fonctionnement sont fixées par délibération. Et aussi l'article 28 sur les comités consultatifs faisant mention de l'article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales. Donc, selon la DCM du 20 octobre 2022, la commission mémorielle et artistique est composée de 9 élus municipaux. Le conseil municipal a également approuvé la désignation de membres associés sans en préciser les qualités. La commission a été chargée de remettre sur les 12 mois suivants la délibération des propositions notamment sur le nom des rues, places et monuments, l'établissement des cahiers des charges pour la réalisation de tout ou partie du parcours mémoriel, la recherche de nouveaux partenaires pour le financement des œuvres d'art et l'étude d'impact sur le budget de la ville des solutions mises en œuvre. À ce jour, depuis la première réunion de la dite commission qui s'est tenue le 26 avril 2023, les travaux sont en cours de réalisation. Afin de clarifier le fonctionnement de cette instance, il convient dans la DCM, premièrement, d'actualiser la durée du programme de travail confié à cette commission ad hoc et de caler ce dernier sur la durée du mandat en cours. Ensuite, de préciser les modalités d'intervention de cette instance et aussi prévoir la possibilité pour la commission d'y associer des membres en fonction des travaux et finalement de trouver et de mettre en place les moyens nécessaires au bon fonctionnement de la commission et d'étudier un cadre budgétaire lors du débat d'orientation budgétaire. Alors, il est demandé aux élus du conseil municipal de caler le programme de travail et donc du délai d'intervention de la commission ad hoc sur la durée du mandat en cours, d'autoriser la commission à associer librement et à son appréciation des membres requis pour la réalisation des travaux après avis de Monsieur le maire.
et de donner délégation à Monsieur le maire pour la mise en œuvre de ces dispositions. Merci. Ce sont des précisions sur la durée de la mise en place de cette convention, la durée de son travail, et puis on verra en orientation budgétaire les moyens qu'on pourra mettre à sa disposition. Sur ça, est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y en a pas, je propose que l'on valide les conclusions. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe au point suivant. Il s'agit... Du Conseil des sages. Attends, le Conseil des sages, oui. Je te passe la parole toujours. Modification du règlement intérieur du Conseil des sages. Tout à fait. Alors, par la délibération numéro DCM 2304-08 du 29 juin 2023, le Conseil municipal a approuvé le règlement intérieur de cette instance. À 6 mois d'expérience et pour permettre au Conseil des sages, mis en place par la ville du Lamentin, d'œuvrer au regard des règles des institutions, il est utile de revoir certains articles du règlement intérieur afin d'assurer la pérennité et la sagesse de cette Assemblée, notamment ses modalités de fonctionnement. Celles-ci doivent garantir le caractère discrétionnaire et souverain du Conseil municipal de la ville du Lamentin. Aussi, pour préserver l'action du Conseil des sages, il est nécessaire d'abroger les articles 12 à 20 composant la section de fonctionnement de l'ancien règlement 6 juin et de les remplacer comme suit. Donc, vous avez les différents articles. J'espère que vous vous en êtes imprégnés. Donc, je continue la lecture. Donc, il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur les modifications du règlement intérieur par l'abrogation des articles 12 à 20 de la section fonctionnement de l'ancien règlement et l'approbation de la nouvelle écriture présentée ci-dessus des articles 12 à 18 de la section fonctionnement et de donner délégation à Monsieur le maire pour toute modification du règlement intérieur. Voilà, Monsieur le maire. Merci. Il y a des questions ou des remarques concernant le fonctionnement de cette mission des sages? Il n'y en a pas. Nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Voilà. Conique. Donc, notre commission des sages sera remodelée. On passe à la vie, jeunesse vie associative. Je passe la parole tout de suite à Monique Raspac concernant la nuit avant Noël et le carnaval 2024, avec la présentation des programmes. Monique, tu as la parole. Vas-y. Oui. Merci, Monsieur le maire. Alors, il s'agit de la présentation et des programmes de la nuit avant Noël 2023 et le carnaval 2024. Alors, l'année 2023 au Lamentin sera clôturée par le traditionnel chantier Noël, suivi de l'incontournable carnaval pour démarrer l'année 2024 dans une ambiance populaire et festive. Ces deux événements très prisés par les habitants de tout âge visent à perpétuer les traditions locales tout en rendant la ville plus attrayante. Toutes les activités proposées sont gratuites et ouvertes à un public large et diversifié. Alors, les membres de la commission ont discuté de l'organisation d'événements grand public tels que une nuit avant Noël et le carnaval qui se tiendra sous le thème Souhait olympique. Alors, les programmes et les coûts détaillés de chaque animation sont en annexe de ce document pour les montants suivants. La nuit avant Noël prévue pour le 23 décembre 2023, avec un budget de 20 903,07 €. Le carnaval aura lieu du 7 février 2024 au mercredi 14 février 2024, avec un budget de 120 680 €. Alors, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le programme d'animation de la nuit avant Noël avec un état des dépenses de montant de 20 903,07 € et de se prononcer sur l'attribution d'une subvention de montant de 120 681 € à verser à l'Office de la culture pour le projet carnaval. Alors, vous avez après le programme de la nuit avant Noël que je vous avais vu, je pense. Hein, Oui. Après, pièce jointe, on a... le budget
le budget, le programme du carnaval aussi, derrière, et le budget aussi du carnaval. Très bien, merci. Est-ce que sur la présentation de la nuit de Noël, avant Noël et le carnaval, vous avez des questions, des remarques? Oui, Judith. J'ai juste une remarque. Le budget qui est proposé là, c'est le budget des animations du carnaval. Il n'y a pas encore dedans le budget de Oui, oui. sécurité, Non, ça c'est qui vrai. fait à peu près le même niveau. Oui, ça c'est le budget concernant sa commission relative à l'animation. Mais après, on va revenir avant le carnaval pour présenter le projet global du carnaval dans toutes ses composantes. Oui, ça c'est clair. Non. Oui. L'intervention de la collègue Laborieux répond déjà en partie à un certain nombre de préoccupations, puisque le budget qui est présenté, il est de 120 000 et on s'aperçoit qu'il y a des partenaires, notamment quand je regarde le programme, Odyssée en gros avant Ville du Lamentin, donc on suppose qu'il doit peut-être faire un apport aussi important, sinon plus important. Donc, et à la fin du programme que j'ai parcouru, il y a somme de partenaires, donc il faudrait, dans le budget global, faire ressortir tout cela. Mais on nous demande de valider là un état de dépenses et je ne l'ai pas trouvé. Un état de dépenses d'un montant de 20 903 €. Non, on vous demande de valider le budget. Non, non, c'est écrit, je Non, mais relis. c'est une erreur parce que... Je relis. Oui, oui, c'est une erreur, j'ai dit. J'ai bien vu. Concernant la nuit avant Noël, un état de dépenses de 20 903 €. Non, non, c'est un budget prévisionnel, c'est ce qui est marqué un peu avant. C'est vrai que dans les propositions, c'est marqué un état des dépenses, mais l'état des dépenses ne vient quand les dépenses ont déjà été effectuées. Or, ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, nous sommes sur un budget prévisionnel de 20 903 €. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on valide. Donc, parce que ces 20 000, on n'a pas besoin de le détailler, parce que j'ai vu que les 120 000 ont été détaillés. Ce serait pour le parallélisme des formes que le 20 000 soit détaillé. Mais bon, Oui, mais on va vous envoyer le détail. L'idée, c'est de faire. On va vous faire parvenir le détail Voilà. des dépenses. Ok. Pas de souci sur ça. Aucun problème. D'autres remarques? S'il n'y en a pas, je propose que l'on valide le budget prévisionnel pour la nuit avant Noël, ainsi que celui concernant le programme d'animation du carnaval et le pré-programme. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe au sport maintenant, et je passe la parole à Lionel Victoire concernant la fête des sportifs lamantinois. Bonsoir à tous, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit de la fête des sportifs lamantinois. La soirée des sportifs lamantinois organisée par l'Office martiniquais des sports et des loisirs se tiendra le 22 décembre 2023 au Palais des Sports du Lamentin. Cet événement annuel a pour objectif de récompenser les sportifs et les clubs qui se sont distingués lors des différentes compétitions de l'année, tout en mettant en avant les actions de la municipalité en faveur du sport. Le déroulement de la soirée comprendra un accueil chaleureux suivi d'une allocution afin de souligner l'importance du sport dans la ville et de mettre en valeur les acteurs dans ce domaine. Par la suite, les sportifs seront mis à l'honneur avec une attention particulière portée aux personnalités des clubs ayant obtenu des résultats remarquables en sport collectif et individuel. Il est primordial de mettre en avant les performances des sportifs locaux en rappelant les résultats obtenus, les records battus, les titres remportés et les distinctions individuelles. Cela permettra de démontrer la dynamique et la compétitivité de la ville dans le domaine sportif, tout en mettant en lumière le talent des sportifs. Sous proposition du conseil d'administration de l'OMSL et accord de la commission sport, 8 Lamantinois engagés dans le monde du sport ont été sélectionnés pour être mis à l'honneur lors de la soirée des sportifs de cette année. Parmi eux, nous retrouvons Camille Numa, Robert Marajo, Fabien Spartacus et Christian Labéjoff dans la catégorie hommes, et Eviane Samo, Gina Croizan, Sandra Saint-Omer et Marie-Reine Lepkimounin dans la catégorie femmes. En conclusion, la soirée des sportifs de la ville est une occasion exceptionnelle de mettre en avant notre politique sportive et de renforcer notre soutien envers les acteurs associatifs, la population et les partenaires publics et privés. C'est l'opportunité idéale pour présenter les résultats sportifs, les actions menées par la municipalité et les projets à venir afin de réaffirmer notre engagement envers le sport et de permettre aux sportifs et aux clubs de se sentir soutenus et encouragés. Il est donc crucial de saisir cette opportunité pour présenter notre vision et notre implication politique dans le sport local. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la proposition de mettre à l'honneur lors de la soirée des sportifs de cette année les 8 Lamantinois engagés dans le monde du sport qui ont été cités ci-dessus. Voilà, monsieur.
Merci beaucoup, Lionel. Concernant la soirée des sportifs qui aura lieu demain, c'est bien ça, demain soir au Palais des Sports, avec la mise à l'honneur de Grand Lamantinois. Est-ce qu'il y a des remarques concernant cette cérémonie, qui est une cérémonie importante? Oui. Oui, bonsoir. Je vais encore rebondir sur l'intervention de Raoul. Ah d'accord, ok, excuse-moi. Non, de mon collaborateur précédent. La fête, elle a un coût. Je suppose bien qu'elle a un coût. Et là encore, on n'a pas de détails de budget par rapport à ça. Donc c'est une fête qui est à l'origine de l'OMSL, de la mairie. Enfin, là, on aimerait bien avoir plus de précision à ce niveau. Vas-y. La ville du Lamentin a attribué à l'OMSL toute l'organisation de la fête des sportifs lamantinois à hauteur de 50 000 €. Donc, effectivement, le budget a été conçu et vous sera très prochainement envoyé. Parce qu'il faut dire que cette année, par rapport à l'année dernière, on a voulu, en tout cas la ville du Lamentin et l'OMSL, nous avons voulu donner du cachet à cette manifestation importante pour les sportifs lamantinois. Je rappelle aussi qu'il y a quand même 400 lamantinois 400 champions lamantinois qui seront récompensés lors de cette cérémonie. En plus, nous aurons en label, on va dire, en début de soirée, la mise à l'honneur de ces 8 lamantinois qui ont œuvré sur le sport lamantinois, dans le sport lamantinois depuis de nombreuses années. Donc, par rapport à ta réponse, par rapport à ta question, j'espère t'avoir répondu. Ce que nous faisons concernant cette opération, c'est que ce sont des dépenses qui sont engagées par l'Office des sports. Le budget est porté par l'Office des sports. Et dans le cadre de la régularisation des dotations et contributions de la ville vis-à-vis de l'Office, nous faisons dans l'année l'état de ce qui a été réalisé, les dépenses de l'Office, quand ces dépenses excèdent le budget prévu pour l'Office des sports, par l'Office des sports. Donc ce sont des régularisations qui viendront et devant le Conseil, on verra à l'issue de cette manifestation, voire dans le courant de l'année, la situation de l'Office des sports que nous allons de toute façon réexaminer. Et s'il faut un complément de la ville du Lamentin, les justificatifs nous seront portés concernant les engagements pris par l'Office des sports pour réaliser en particulier cette manifestation. Mais il y a d'autres manifestations qui sont organisées par l'Office des sports pour le compte de la ville, comme c'est aussi le cas par l'Office de la culture pour le compte de la ville et qui font partie des régularisations de contribution de la ville sur le budget de fonctionnement des deux offices. Voilà. Voilà, alors s'il n'y a pas d'autres interventions, je propose que l'on valide ce projet intéressant de fête des sportifs. C'est une opération que nous avons recommencé à faire l'année dernière et que nous avions portée pendant près de 10 ans, peut-être même un peu plus à l'Office des sports, que nous avions arrêté à un moment, mais qu'il est utile et nécessaire de reprendre. Donc je propose que l'on vote. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Merci collègues et merci pour ceux que l'on va mettre à l'honneur demain. Le projet suivant, projet de création de parcours sport santé équipement périphérique, nous allons le sortir et le représenter le mois prochain en janvier, compte tenu du fait qu'il nous manque encore quelques éléments. Donc ce n'est pas utile de le présenter maintenant. Je passe tout de suite la parole à Lionel Victoire concernant le point suivant, le parcours de la flamme olympique. Donc il s'agit du parcours de la flamme olympique. Au premier semestre 2024, les membres du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, le COJO, ont validé le passage de la flamme en Outre-mer. Par conséquent, la Martinique fait partie des étapes du relais des océans de la flamme olympique qui arrivera en Martinique le 16 juin à bord du bateau vainqueur de la Transat Jacques Fabre. Ensuite, le 17 juin, le parcours de la flamme en Martinique comprendra plusieurs étapes, dont une dans la ville du Lamentin. La ville du Lamentin a été chargée de proposer un itinéraire ainsi que des animations culturelles et sportives pour cet événement. Par conséquent, l'Office martiniquais des sports et des loisirs, en collaboration avec les services de la ville, l'Office de la culture, la Caisse d'école et l'éducation nationale, a été nommé comme référent de l'organisation de cet événement majeur. L'objectif est de rassembler la population autour des valeurs de l'olympisme et de promouvoir le sport et la culture locale. Le parcours proposé dans la ville du Lamentin couvrira 4 km et sera parcouru par 20 relayeurs. Il débutera à Petit Manoir sur le parking de la piscine communautaire du Palais des Sports,
empruntera l'avenue Nelson Mandela jusqu'au prochain rond-point en passant devant le collège et le lycée technique Léopold Bissol. Ensuite, il continuera par la rue du 24 mars, près des 3 écoles maternelles de Bas-Mission. Les enfants pourront se regrouper sur le parking pour assister à son passage. Le parcours se poursuivra ensuite par la rue du Capitaine des Marolles, puis la rue Andy de Saint-Omer, la rue Cherchir devant l'église, la rue Ernest André devant la place André Aliquer, la rue Fernand Guillon devant le stade Ibadel, où seront rassemblés les enfants de certaines écoles primaires et qui seront ensuite réunis pour des mini-olympiades sur le stade. Enfin, la flamme empruntera la D3C en direction du Nègre-Mahon, où il est prévu de rassembler les enfants d'école primaire de Place d'Armes et de proposer un point d'animation culturelle. La flamme se dirigera ensuite vers le stade Georges Gratien sous la D3, où elle fera un tour de piste en présence des collèges et lycées du Lamentin dans les tribunes, suivi d'activités sportives et culturelles. L'idée d'ouvrir la participation aux élèves des communes environnantes, du COS, François, Saint-Joseph, Robert, est envisagée afin de leur offrir un spectacle inoubliable. Enfin, la flamme sera transportée vers l'IMS en voiture, où 2 autres collégiens effectueront un circuit sur le site, puis la flamme poursuivra son itinéraire sur la D3 en direction de Sainte-Marie. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la participation de la ville à cet événement historique et cette initiative collective, en raison de l'impact positif qu'elle donnera à la ville en matière de visibilité, d'image et d'attractivité. Merci beaucoup. Merci Lionel. Il s'agit donc d'un accord de principe pour nous permettre d'aller plus loin dans l'organisation. Il est très clair que nous reviendrons devant le Conseil quand nous aurons validé l'ensemble des étapes et nous serons en mesure de proposer un budget comprenant la logistique, l'organisation et les moyens matériels que nous mettrons à la disposition des sportifs concernant ce passage de la flamme. Voilà, donc c'est l'avis de principe pour nous permettre de poursuivre les travaux. D'autres, des remarques? Oui. Donc, en plus des 180 000 € donnés par la CTM, il y aura bien, si je comprends, une enveloppe budgétaire allouée par les différentes communes, singulièrement celle du Lamentin, pour le passage de la flamme sur son territoire. Il n'y aura pas d'enveloppe allouée à qui que ce soit. Il y aura des modalités d'organisation que nous allons proposer ici. Par exemple, on va faire des jeux avec les enfants, mais il va bien falloir payer le bus pour aller les chercher, pour les ramener au stade. Il va bien falloir prendre un moniteur pour organiser avec eux des jeux ou des parcours dansés, des choses comme ça, en fonction du projet que portera chaque école. Mais c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une situation technique et logistique que chaque commune devra supporter. Mais ce n'est pas de l'argent que l'on donne au comité olympique, c'est de l'argent que nous mettons à la disposition de l'organisation du passage de la flamme sur le Lamentin pour intéresser à la fois les écoles, les clubs, les associations, etc. Et nous reviendrons devant le Conseil pour faire l'état de ce que ça va nous coûter pour nos Lamentinois, et pas pour la flamme. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Il n'y en a pas. Donc je vous propose que l'on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Nous passons au point suivant. Alors, je passe la parole tout de suite à Louis-Félix Filet concernant la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens de l'Office des sports, de l'Office de la culture, de l'ASL, du COS, et je ferai l'OMAS. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la commune et l'Office de la culture du Lamentin OCL. Alors, par DCM du décembre 2022, le conseil municipal a approuvé la signature de l'avenant numéro 12 entre la ville et l'Office de la culture du Lamentin. Cet avenant portait sur la validité de la dite convention au 31 décembre 2023. Au regard du nombre d'avenants relatifs à la durée de la convention, il s'avère nécessaire, tant pour se conformer au droit que pour établir un cadre d'action cohérent et performant entre la commune et l'OCL, d'établir une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, CEPOM, adaptée au contexte actuel. À ce titre, il convient d'indiquer que la loi 2321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, articles 9-1 et 10, créée par la loi numéro 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, article 59, dispose que dès lors que le montant de la subvention accordée à l'association est supérieur à 23 000 €, la CEPOM est le modèle le plus approprié. L'établissement de cette convention pluriannuelle et d'objectifs et de moyens s'appuie sur le projet
culturel que l'OCL propose à la commune. Ce projet culturel évolutif et progressiste se révèle en totale adéquation avec les orientations stratégiques définies lors de l'élaboration du projet Territoire CAP 2032. Alors, les axes bâtir un projet social fort agissant sur la cohésion. Orientation stratégique 3, placer la culture, le sport et le tissu associatif au cœur du projet lamantinois. Objectif stratégique, faire de la culture un levier de développement local pour tous les territoires et tous les publics, promouvoir les offres culturelles et événementielles. Les actions que l'association envisage de mettre en œuvre présentent de fait un intérêt communal puisqu'elles contribueront à atteindre des objectifs municipaux en matière de politique culturelle. C'est au regard de cet intérêt communal que la ville renouvelle son soutien à l'OCL par le versement d'une subvention annuelle ainsi que par la mise à disposition de locaux objets du projet CEPOM annexé. Alors, le projet de CEPOM joint formalise les modalités d'intervention, la répartition des missions et engagements respectifs, les moyens alloués à l'OCL afin de réaliser le programme d'intérêt général proposé à la commune. La condition de contrôle et de suivi des objectifs fixés y sont également posées. La contractualisation est établie pour une durée de 3 ans pour les années 2024, 2025 et 2026. Cette convention 2024-2026 prévoit des indicateurs de résultats et de gestion définis sur les plans quantitatifs, comptables et financiers qualificatifs, réalisation des projets envisagés publics ciblés. La définition de ces indicateurs présente l'intérêt de nous inscrire collectivement dans une démarche de suivi et d'évolution de l'action dans un cadre de maîtrise et d'efficience des finances publiques. Le montant de la subvention communale a évolué comme suit au cours des 3 dernières années. Alors pour l'année 2021, c'est un montant de 2 206 083 €. Pour l'année 2022, 2 428 822,27 €. Et pour l'année 2023, 2 387 031,14 €. Alors la progression est ici d'environ 8% sur la période. Les indicateurs de gestion seront suivis dans le cadre d'un dialogue de gestion rigoureux. Le montant de la subvention 2024 sera approuvé dans le cadre du vote du budget primitif 2024. Il respectera les principes de maîtrise et de bonne gestion des deniers publics. Alors, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2024-2026 entre la commune et l'Office de la culture du Lamentin OCL, d'autoriser le maire à signer la convention à venir. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, la convention cadre qui nous lie à l'Office de la culture, c'est classique. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Il n'y en a pas. Donc on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Je propose celle de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la commune et l'Office des missions d'accompagnement social et de santé. Le conseil municipal du 28 novembre 2019 a approuvé la signature de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la ville et l'Office des missions d'action sociale et de santé, dont la date de validité arrive à échéance à la fin de ce mois d'ailleurs. Par ailleurs, le 28 juillet 2022, le Conseil a approuvé un avenant numéro 1 de cette décision, lequel portait une modification statutaire de l'association, en particulier sur sa nouvelle dénomination, à savoir Office des missions d'accompagnement social et de santé. Il convient en effet de rappeler qu'une démarche visant à accompagner la procédure de redressement judiciaire à laquelle l'OMAS a été soumise par jugement d'ouverture du 12 mai 2020 a conduit à transformer une partie des missions portées par l'association en renforçant sa spécialisation au bénéfice de la personne âgée, public cible de l'OMAS. Cette démarche inscrite dans le cadre du redimensionnement des politiques publiques de la ville avait pour objectif principal de renforcer la cohérence d'intervention en matière de cohésion sociale et d'épanouissement des personnes à l'échelle du groupe communal, de réduire les doublons et de dégager de nouvelles marges de manœuvre. Dans ce nouveau modèle, la ville définit la politique et contrôle sa mise en œuvre. Le GIP-DSU et le CCAS sont confortés de leur position de structure d'animation et de mise en œuvre de la politique sociale. C'est à ce titre que l'action sociale, accueil et accompagnement des publics en difficulté, assurée en partie par l'OMAS, laquelle s'adressait également aux personnes défavorisées, isolées, marginales ou en difficulté et d'insertion, a été confiée au CCAS. Ce transfert est effectif depuis septembre 2021. Depuis,
L'association OMAS, devenue par décision de l'Assemblée générale du 17 février 2022, Office des missions d'accompagnement social et de santé, propose de poursuivre la réalisation d'actions dans le champ du socio-médical en faveur des personnes âgées à travers 2 volets que sont l'accompagnement médical de nos aînés, des soins médicaux et paramédicaux, l'accompagnement social de nos aînés, maintien du lien social et culturel, animation, etc. Ainsi que bien que financièrement les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relèvent de l'État par l'intermédiaire des agences régionales de santé et des conseils départementaux, en espèce la CTM, la commune, par l'exercice de la clause de compétence générale, peut décider de développer une action spécifique en faveur des personnes âgées. C'est le choix que fait la commune du Lamentin par le déploiement de l'action sociale, dite facultative et principalement mise en œuvre par la voie du Centre communal d'action sociale. Cet engagement communal est mis en lumière dans la stratégie définie dans le cadre du projet de territoire CAP 232, laquelle place les politiques en faveur des aînés au rang de priorité. De fait, l'échéance de la convention signée en 2019 constitue une opportunité pour adapter et renforcer le cadre juridique des relations entre la commune et l'OMAS par la signature d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La rédaction de la CEPOM 24-26 vise d'une part à adapter l'engagement de la ville en s'appuyant sur le projet d'établissement porté par la structure, s'agissant notamment du volet accompagnement social défini comme une dynamique d'animation socio-culturelle et sportive, de maintien de liens sociaux, favorisant la socialisation et le bien-être des personnes âgées, d'autre part à renforcer les synergies entre le projet EHPAD et la stratégie CAP 232, axe bâtir un projet social fort, agissant sur la cohésion, orientation stratégique 1, accentuer les politiques en faveur de la jeunesse et des aînés, et améliorer en objectif la qualité de vie des aînés par une action sociale solidaire et renforcée. Cette concordance stratégique conforte l'intérêt communal s'agissant des actions mises en œuvre par l'association. C'est au regard de cet intérêt communal que la ville renouvelle son soutien à l'OMAS par le versement d'une subvention annuelle ainsi que par la mise à disposition de locaux, objet du projet de CEPOM annexé. Le projet joint formalise les modalités d'intervention, la répartition des missions et l'engagement respectif des moyens alloués à l'OMAS afin de réaliser le programme d'intérêt général proposé à la commune. Les conditions de contrôle et de suivi des objectifs fixés y sont également posées. La contractualisation est établie pour une durée de 3 ans, donc 24, 25 et 26. Cette convention prévoit les indicateurs de résultats, de gestion, etc. La définition de ces indicateurs présente l'intérêt d'inscrire la commune collectivement dans une démarche de suivi et d'évaluation de l'action dans un cadre de maîtrise et d'efficience des finances publiques. Alors les montants sont les suivants. En 2021, il s'agissait de montants de 1 670 376,75 €. En 2022, 1 129 991,50 €. Et en 23, 1 129 191,50 €. La baisse de la subvention est observée entre 21 et 22. Elle traduit simplement le transfert des charges opérées par la reprise de l'action sociale par l'application des préconisations issues de la démarche RPP. Et il faut noter que le montant de cette contribution représente environ 19% du total des produits d'exploitation de l'OMAS. Le montant de la subvention 24 sera fixé lors du vote du budget primitif à l'issue du dialogue de gestion avec les représentants de l'OMAS qui aura pour ambition de préserver et d'améliorer la santé financière de la structure ainsi que la qualité des services offerts aux résidents. Voilà, donc il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la ville et l'OMAS et d'autoriser le maire à signer la dite convention. Voilà, c'est le même principe que pour l'Office des sports. S'il n'y a pas de remarques, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? On peut faire entrer le président de l'OMAS, s'il te plaît, Virginie, pour qu'il présente la suite. Quand on va. On fait quoi là? La SL, je sais la SL. Oui, on fait le suivant, c'est la SL. Oui, Félix, je te passe la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, c'est la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, CEPOM, entre la commune et l'association Solidarité Lamantinoise, ASL. Alors, par DCM du décembre 2022, le conseil municipal a approuvé la signature de l'avenant numéro 8 entre la ville et l'association solidaire
lamantinoise ASL, cet avenant portait la validité de la dite convention au 31 décembre 2023. Alors, au regard du nombre d'avenants relatifs à la durée de la convention, il s'avère nécessaire, tant pour se conformer au droit que pour établir un cadre d'action cohérent et performant entre la commune et l'ASL, d'établir une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, CEPOM, adaptée au contexte actuel. Il convient d'indiquer que la loi 2321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, articles 9-1 et 10 créés par la loi numéro 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, article 59, dispose que dès lors que le montant de la subvention accordée à l'association est supérieur à 23 000 euros, la CEPOM est le modèle le plus approprié. Ainsi, la rédaction de cette convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens s'appuie sur le projet d'établissement porté par la ASL et en référence à son projet social qui consiste à coordonner, gérer et animer toutes les actions spécifiques contribuant à l'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi, prioritairement ceux relevant du territoire du Lamentin, ainsi que toutes les actions favorisant le développement local. Ce projet d'établissement se révèle cohérent avec le projet de territoire CAP 2032 élaboré par la ville. Alors, les axes bâtir un projet social fort agissant sur la cohésion, orientation stratégique 4, tendre vers une commune solidaire luttant contre les inégalités et la précarité. Objectif stratégique, soutenir et promouvoir les projets de l'économie sociale et solidaire. Les actions de l'association envisagent de mettre en œuvre présentent par conséquent un intérêt communal puisqu'elles contribuent à la mise en œuvre de la politique municipale en matière d'économie sociale et solidaire. Cette concordance stratégique permet de pérenniser et sécuriser la relation contractuelle entre la commune et l'ASL et constitue le fondement de la CEPOM. Analyse, c'est au regard de cet intérêt communal que la ville entend accorder son soutien à l'ASL par le versement d'une subvention annuelle et la mise à disposition de locaux, objet du projet de CEPOM annexé. C'est ainsi que grâce à cet outil contractuel sont formalisées les modalités d'intervention, la répartition des missions, les engagements respectifs et les moyens alloués à l'ASL afin de lui permettre d'œuvrer à l'insertion par l'activité économique des publics visés. La contractualisation est établie pour une durée de 3 ans pour les années 2024, 2025 et 2026. Cette convention 2024-2026 prévoit également des indicateurs, des résultats et de gestion définis sur le plan quantitatif, comptable et financier et qualificatif, réalisation des projets envisagés publics ciblés. La définition de ces indicateurs présente l'intérêt de nous inscrire collectivement dans une démarche de suivi et d'évolution de l'action dans un cadre de maîtrise et d'efficience des finances publiques. À titre d'information, il est à noter que le montant de la subvention communale a évolué comme suit au cours des 3 dernières années. Alors pour l'année 2021, 419 558,06 €. Pour l'année 2022, 421 676,62 €. Pour l'année 2023, 424 729,46 €, soit une progression maîtrisée d'environ 1% sur la période. Alors, le montant de la subvention 2024 sera approuvé dans le cadre du vote du budget primitif 2024. Il devrait se situer dans les mêmes ordres de grandeur que celui accordé au cours des années précédentes et respecter les principes de maîtrise et de bonne gestion des deniers publics. Il demande au conseil municipal de se prononcer sur la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2024-2026 entre la commune et l'association Solidarité lamantinoise ASL, d'autoriser le maire à signer la dite convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Toujours le même exercice que les précédents. Convention pluriannuelle jusqu'en 2026 avec l'ASL. Il n'y a pas de remarques. Nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? On fait le dernier exercice concernant le COSP, le Comité des œuvres sociales. L'avenant numéro 3 de prorogation de délai. Voilà. C'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Pardon. Alors, il s'agit de pas tout à fait le même exercice. Pardon? Ce n'est pas tout à fait le même exercice. D'accord.
L'avenant numéro 3 de prorogation des délais de la Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, CEPOM, entre la commune du Lamentin et le comité des œuvres sociales du personnel municipal de la commune du Lamentin. Afin de permettre le fonctionnement du comité des œuvres sociales du personnel municipal du Lamentin, une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens a été signée entre le COS-PLM et la commune du Lamentin le 26 avril 2017. Par délibération du 28 novembre 2019, le conseil municipal a approuvé le renouvellement de la dite convention pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022. Par la suite, et afin de conduire la réflexion sur la modification et des modalités de déploiement de l'action sociale individuelle ou collective au bénéfice du personnel, 2 prorogations de la durée de la convention ont été approuvées par avenants successifs DCM 22.8.10 et DCM 23.4.11, portant ainsi l'échéance de la convention au 31 décembre 2023. La réflexion dont il y a question, menée dans le cadre d'une démarche collective, a été traduite en plan d'action. Les travaux devraient aboutir au cours du premier semestre 2024 pour une date d'application effective de l'action sociale à l'ensemble du personnel estimé à septembre 2024. Il convient de noter que cette démarche qui vise à transformer un modèle en place depuis de nombreuses années nécessite la définition de processus partagés comme garantie de la réussite de cette transformation dont l'acceptation par les agents constitue un élément déterminant. Le temps accordé à cette transformation s'avère par conséquent essentiel. Pour mémoire, et afin de permettre d'identifier les axes de travail à développer, il convient de préciser ce qu'est l'action sociale au sens de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Alors, l'action sociale collective ou individuelle vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et de la loisir, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. Concernant les collectivités locales, c'est l'article 70 de la loi du 19 février 2007, introduit dans la loi du 26 janvier 1984, porte en disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale dans un article 88-1 qui consacre la mise en œuvre d'une action sociale par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents comme compétences reconnues et renforcées en matière de gestion des ressources humaines. C'est ainsi que dans le rapport du principe de libre administration, il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer, premièrement, le périmètre des actions aide à la famille, exemple prise en charge partielle des frais de garde jeune enfant par l'attribution des chèques emploi-service universel, séjour enfant, séjour linguistique, séjour centre de vacances, centre de loisirs, restauration, secours exceptionnel, etc. Le montant des dépenses consacrées à l'action sociale dans le cadre de dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives aux dépenses obligatoires des collectivités locales, article 71 de la loi du 19 février 2007. Les dépenses d'action sociale figurent ainsi dans le cadre des dépenses obligatoires énumérées à l'article L2321-2 du Code général des collectivités territoriales. Les modalités de mise en œuvre de l'action sociale sont directement, soit par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs prestataires de services, soit de gestion au titre de ces missions facultatives, associations nationales telles que le Comité national d'action sociale, associations locales type Comité d'action sociale. À ce stade, les étapes déclinées ci-dessus ont permis d'aboutir à la nécessité de clarifier la méthodologie de transformation voulue ou pour adapter l'action sociale offerte par la ville aux besoins du personnel et d'étudier les modalités à mettre en œuvre pour que celle-ci soit opérante auprès de la totalité de l'effectif municipal éligible, éventuellement élargie à ceux des établissements publics municipaux. Alors, comparatif, qualificatif, quantitatif et financier des prestations entre le COSPML et le CNAS, échange avec d'autres collectivités, benchmark, en termes de portage d'expérience sur cette thématique, puis phase préalable à la modification envisagée, sécuriser la commande, constituer les ressources documentaires, définir la méthodologie.
Le premier trimestre 2024 sera mis à profit afin de définir de façon précise les modalités de l'application de l'action sociale et faire aboutir la démarche par l'installation des instances du projet, équipe projet, comité de pilotage, l'émission de propositions s'agissant du périmètre et du budget de l'action sociale portée par la commune, la communication auprès des agents et des instances représentatives du personnel, une présentation et une validation auprès du conseil d'administration des partenaires concernés, COSPML, Caisse des écoles et Centre communal d'action sociale, l'étude des modalités dématérialisées de suivi des dossiers, plateforme numérique et du système d'évaluation à prévoir. Il y a lieu, par conséquent, de proroger les délais de la Convention pour une durée de 12 mois, soit au 31 décembre 2024. Ce délai d'un an supplémentaire est de nature à favoriser une application effective de nouvelles modalités de l'action sociale au plus tard au 1er janvier 2025. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver la prorogation de la Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, CEPOM, entre la commune du Lamentin et le comité des offres sociales du personnel municipal de la commune du Lamentin, pour une durée de 12 mois, portant sa date de validité au 31 décembre 2024, de donner tout pouvoir à M. le maire en vue de la signature du dit avenant et de ses suites. Voilà, M. le maire. Voilà. Merci. Donc, il s'agit du COS. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe maintenant aux finances. Je passe la parole à Miguel Marilus concernant la DM numéro 4. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, il s'agit de la décision modificative numéro 4 qui s'équilibre dans dépenses et en recettes comme suit. Donc, la section de fonctionnement est égale à 0. La section d'investissement, 2 32 405 € et 12 centimes. Donc, il est précisé que ce total est issu donc le mouvement réel interne. Alors, pour la partie de fonctionnement, donc pour apprécier cette décision modificative proposée, les explications sont les suivantes. En dépenses réelles de fonctionnement, 1 million au compte 6817, dotation aux amortissements et aux provisions pour permettre d'inscrire la provision liée à l'inscription en non-valeur des créances irrécouvrables. 10 000 €, donc compte 6611, charges financières pour permettre d'inscrire les frais financiers liés au versement d'un préfinancement de l'AFD de 1 400 000 € Et bien entendu, donc, tout ceci se contrebalance avec 630 000 € au chapitre 11. Le chapitre 11, donc charge de caractère général, et 380 000 au chapitre 12, qui correspond un peu au chapitre du personnel. Alors, il s'agit de mouvement interne de 1 10 000 € qui n'a pas d'incidence sur le montant donc, global du budget, puisque ça s'équilibre, ce sont des opérations internes de compte à compte qui s'équilibrent. Donc, alors, pour la section d'investissement, en dépenses réelles d'investissement, 2 32 405 € 12 centimes au compte 2111, acquisition foncière pour intégrer les recettes du plan lumière et du pôle enfance du budget, et en recettes réelles d'investissement, donc 1 350 000 € donc, de subventions provenant d'EDF, donc dans le cadre du plan lumière, et 682 405 € 12, donc au compte 1328, donc subvention d'investissement, donc reçue donc, par la CTM dans le cadre du projet Pôle l'enfance. Dans ces conditions, Monsieur le maire, chers collègues, le budget augmenterait un investissement de 2 32 405 € et 12 centimes. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver cette décision modificative numéro 4 de montant de 2 32 405 € et 12 centimes. Voilà, Monsieur le maire, chers collègues. Merci beaucoup. C'est la dernière DM de l'année. Elle intègre les recettes d'investissement et un mouvement interne sur les dépenses de fonctionnement. Donc, elle est extraordinaire. Il y a des remarques, des questions? Il n'y en a pas. Je propose que l'on valide cette dernière décision modificative de l'année. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe maintenant à l'inscription budgétaire d'une provision pour dépréciation de créances. C'est exactement la suite Effectivement, de ce que nous avons voté en section de fonctionnement. Effectivement, donc
Alors bon, c'est vrai, donc le comptable public nous a fait une observation, donc comme quoi donc, dans les comptes, il y avait un certain nombre de titres en non-valeur. Alors ainsi, donc, il a notifié, donc, en date du 20 octobre 2023, donc, à la ville, le montant de créances irrécouvrables pour la période de 97-2010, de montant de 1 908 999,28 €. Alors, la réglementation en vigueur impose la constitution d'une provision avant l'admission de la créance en non-valeur. La ville ayant déjà constitué une provision donc, pour dépréciation des éléments d'actifs circulant de 915 727,69 € à ce jour. Par conséquent, afin de répondre à l'obligation réglementaire, il est proposé au conseil municipal de constituer une provision complémentaire de 1 million. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la constitution d'une provision de 1 million pour dépréciation des créances irrécouvrables. Voilà, monsieur le maire et chers collègues. Merci beaucoup. Donc, on est en train de nettoyer nos comptes, et c'est très bien. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y en a pas, je propose que l'on valide cet acte de bonne gestion. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. On fait le point qui concerne l'attribution de subventions complémentaires à l'Office de la culture pour au titre de l'année 2023. C'est Eugénie qui présente ça. L'Office de la culture a eu une année d'activité culturelle particulièrement riche et variée. Pour faire face à ces engagements, elle sollicite la ville pour l'obtention d'une subvention complémentaire de fonctionnement de montant de 10 936,69 €. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution de la subvention complémentaire de fonctionnement de 10 936,69 € à l'Office de la culture au titre de l'année 2023. La dépense sera imputée au budget communal. Voilà, voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, c'est une contribution à l'équilibre budgétaire de l'Office de la culture sur des manifestations qui ont été organisées pour le compte de la ville. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. On fait le point très important concernant les maîtrises foncières des terrains occupés en projet sur la zone des 50 pas. C'est Fred Samo qui présente ce point. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, afin de régulariser les projets d'aménagement et les équipements déjà réalisés par la ville sur la zone des 50 pas géométriques, il est nécessaire de maîtriser ce foncier avant le transfert à la CTM au 1er janvier 2025. De ce fait, la commune devra au préalable solliciter auprès de l'ADEAL 2 demandes de cession distinctes. Une à titre gratuit, comprenant notamment un projet détaillé, et une autre à titre onéreux, intégrant une note explicative. Conformément à l'article L. 5112-6 du Code général de la propriété des personnes publiques, dispositions relatives à l'outre-mer, les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2024. Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé. L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du premier de l'article L. 121-22-2 du Code de l'urbanisme. La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux diverses et des conditions de cession des fonds voisins. 4 secteurs sont concernés pour la ville. Le centre-ville, la zone industrielle de la Lézarde, Californie et Acajou-les-Mangles. L'évaluation des domaines n'interviendra qu'après la validation par l'ADEAL des projets communaux. Il est demandé au conseil municipal, compte tenu de l'exposé, d'approuver l'acquisition foncière des terrains occupés et en projet sur la zone des 50 pas géométriques dans 4 secteurs. Le centre-ville,
qui représente 15 parcelles allant de 7 mètres carrés pour la plus petite à 31 734 mètres carrés pour la plus grande, pour un total de superficie de 39 854 mètres carrés. Ça, c'est pour le centre-ville, Vieux-Pont et rue du Frangeux. Ça, c'est à titre gratuit. Toujours le centre-ville, Vieux-Pont et rue du Frangeux, à titre onéreux, nous avons 3 parcelles pour une contenance totale de 33 890 mètres carrés. La zone industrielle La Lézarde, à titre gracieux, 6 parcelles pour une superficie totale de 59 269 mètres carrés. Californie, 6 parcelles pour une superficie totale de 12 366 mètres carrés. Et enfin, à Cajou-les-Mangles, toujours à titre gratuit, une parcelle d'une superficie de 106 810 mètres carrés. Il faut tout de même détacher la voirie de cette superficie. Donc, il s'agit de donner délégation à M. le maire pour la signature des demandes de convention de gestion et d'acquisition à titre gracieux et onéreux des parcelles de la zone des 50 pas géométriques, des actes notariés à intervenir, ainsi que toutes les pièces y afférentes. Merci beaucoup. Donc, on avait déjà 2 ou 3 fois passé ces dossiers sur l'opportunité de ces terrains. Maintenant, nous passons à l'acte concernant ce transfert des 50 pas géométriques à la collectivité territoriale. Mais auparavant, sur certains de ces terrains, cela nous concerne en particulier. Donc, il vaut mieux qu'on qu'on en fasse la demande. Voilà. Sur la présentation de ce dossier, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? S'il n'y en a pas, je propose que l'on vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe au point suivant. C'est Louis-Félix qui nous fait une information concernant les marchés publics. Merci, monsieur le maire. Alors, il s'agit d'informer le conseil municipal sur les marchés à CORCAD passés selon les procédures formalisées, les procédures adaptées et les modifications ex-avenant. Par délégation du conseil municipal DCM du 26 juin 2014, du 13 décembre 2018 et du 11 juin 2020, le maire est autorisé à passer des marchés et accords cadres de fourniture de services et de travaux, ainsi que des conventions dans le cadre de sa mission de service public dès lors que les crédits sont disponibles. Aussi, en application de l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit rendre compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Alors, 2 commissions interviennent dans le cadre de la commission de la commande publique. Premièrement, la commission des achats pour les marchés à procédure adaptée, MAPA, qui fait une proposition d'attribution à l'acheteur public. Deuxièmement, la commission d'appel d'offres, qui a une compétence d'attribution pour les procédures formalisées, appel d'offres ouverts ou restreints, procédures avec négociation et dialogue compétitif. Et puis, pour les modifications ex-avenant conduisant à une augmentation supérieure à 5% du montant initial du marché, elle émet un avis préalable obligatoire. Alors, vous avez en pièce jointe le tableau récapitulant l'ensemble des marchés, accords, cadres et modifications ex-avenant passés dans ce cadre. Monsieur le maire, je vais faire une synthèse. Alors, comme à l'accoutumée, la ville fait état de l'ensemble des marchés passés par la collectivité notifiée au cours des mois de septembre à octobre 2023. Alors, un marché sans publicité ni mise en concurrence, 2 marchés à procédure adaptée, 3 marchés appel d'offres ouverts. Alors, ils se décomposent de la manière suivante. Un marché sans publicité, services concernés, électricité, énergie, climatisation, pour un montant de 3 194,24 €. 2 marchés à procédure adaptée, services concernés, suivi de la commande publique, pour un montant mini de 48 825 €, maxi 108 500 €. 3 marchés appel d'offres ouverts, services concernés, suivi de la commande publique. Alors pour les 2 marchés, pour un montant mini de 50 000, maxi 80 000. Et puis un marché services concernés, la prévention, ce marché pour un montant de 10 500 €. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci Louis-Félix pour cette présentation et cette information.
concernant la commande publique. Nous sommes maintenant en questions diverses. Est-ce que vous en avez? Oui, Virginie. Je souhaitais intervenir à la demande moi, en tant qu'élu, par rapport au dernier conseil municipal, puisque j'étais en réunion sur le pacte des solidarités, mais également à la demande des agents du CCS et de la direction du CCS. Donc, parce qu'il y a eu une intervention concernant la situation du CCS. Donc, j'aimerais apporter quelques précisions à la population, aux élus, concernant la situation du CCS. En réponse à l'intervention d'un conseil municipal de l'opposition lors du conseil municipal du 30 novembre 2023, au regard de l'excédent de gestion 2022 du CCS de montant de 624 643,01 €, élu, direction, agent du CCS souhaite apporter aux élus, à la population et aux partenaires les précisions suivantes. En 2022, la ville du Lamentin a subventionné son établissement public qu'est le CCS à hauteur d'environ 1 200 000 €. Une subvention augmentée de 40% compte tenu de l'accroissement de l'activité de la structure. En effet, depuis le redimensionnement des politiques publiques voulues par les élus pour une meilleure visibilité et coordination de l'action municipale, le CCS désigné comme porte d'entrée de l'action sociale sur le territoire communal a récupéré de nouvelles missions, a accueilli de nouveaux agents et a donc fait évoluer son organigramme. En complément de la subvention municipale, le budget du CCS est abondé par plusieurs structures comme la CTM, l'ARS et le GIP-DSU pour la gestion des dossiers d'aide légale, l'accompagnement financier des familles et la mise en œuvre du contrat local de santé et de l'atelier santé-ville. Cette enveloppe représente plus de 280 000 €. En parallèle, des dossiers de demande de subvention sont déposés par le CCS auprès de divers financeurs dans le cadre de la mise en œuvre de projets en lien avec les missions portées par les services. En 2022, des subventions accordées par la CAF, le GIP-DSU, la CGSS et l'ARS notamment, représentent une enveloppe d'environ 320 000 €. Cependant, lors de l'élaboration du budget en début d'année, seules les subventions dont la notification d'accord est adressée au CCS sont inscrites au budget. Certaines arrivant en cours d'année font l'objet d'une décision modificative. Malheureusement, la plupart des versements sont effectués alors que le budget est quasiment clôturé. Ainsi, et comme indiqué dans le rapport d'activité du CCS en 2022, ce sont 425 000 € qui ont été versés en fin d'exercice, générant ainsi cet excédent tant décrié. Toutefois, il est à rappeler, comme chaque année, cet excédent qui sera reporté sur l'exercice suivant permettra au CCS de faire l'avance des dépenses nécessaires pour mener à bien ses missions en attendant le mandatement des subventions 2023 et sans solliciter une rallonge budgétaire auprès de la ville. Ainsi, les divers fournisseurs et prestataires des services notamment seront payés dans les délais. En ce qui concerne l'accompagnement financier des familles, il est à préciser que le montant des aides accordées a augmenté en moyenne de 30%. Référence le rapport d'activité que nous avions fourni, et que l'enveloppe financière dédiée aux aides a augmenté de plus de 70 000 € entre 2020 et 2023. Enfin, l'accompagnement des familles n'étant pas exclusivement financier, en 2022, ce sont plus d'une trentaine d'actions
et de projets qui ont été mis en œuvre par le CCS avec l'appui d'un réseau de partenaires. Toutes ces actions sont présentées dans le rapport d'activité que vous avez eu. Le dialogue se poursuivra donc avec les financeurs afin que les subventions soient versées dans les meilleurs délais. Quoi qu'il en soit, le CCS continuera de monter en puissance afin d'être encore plus performant et innovant au service des plus démunis. Je tiens à souligner que beaucoup ont tendance à vouloir décrier, à dire que rien n'est fait, le CCS ne fait rien. Quand le CCS a un excédent, c'est ce qui nous permet aussi d'anticiper sur les subventions qui n'arrivent pas. Aujourd'hui, le CCS bénéficie d'un certain nombre de subventions parce que les agents sont montés en compétences et vont à la recherche de financement. À une certaine époque, il y a des personnes qui disaient que Alfred Marigène, c'est un bon gestionnaire de dépenses parce qu'il était qu'à trésoriser. Alors, quand quelqu'un me dit aujourd'hui qu'on a de l'excédent, ce n'est pas de l'excédent pour faire n'importe quoi, c'est de l'excédent qui arrive après coup, mais c'est pour pouvoir anticiper, surtout qu'on est en situation de crise, il faut pouvoir réagir à temps à partir du moment où les autres acteurs du territoire, des fois, sont en difficulté ou ne peuvent pas donner les financements. Donc, le CCS présentera lors du prochain conseil municipal, puisqu'avec l'autorisation de M. le maire, son nouveau projet d'établissement. Très bien. Et vous pourrez voir comment le CCS a été transformé et quelles sont les actions qui ont été menées. Et à la demande de M. le maire, nous allons développer une communication poussée du CCS de façon à ce que l'ensemble de la population sache véritablement ce que nous faisons, y compris en proximité dans les quartiers. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse et de clarification. Cette mise au point était nécessaire. Merci beaucoup. Oui. N'ayant pas l'habitude de me cacher derrière mon petit doigt, donc cette longue lecture vient suite à une question que j'ai posée au dernier conseil municipal. Et il est dommage que malgré les retransmissions, malgré la page YouTube de la ville et ainsi que le compte-rendu, j'ai bien pris note de la dernière réponse apportée par la collègue Étienne Notte concernant le report, ou du moins l'attribution tardive des subventions. Mais néanmoins, surpris, mais pas surpris, puisque je crois quand même dans le bon fonctionnement de la démocratie qui marche sur un triptyque. La mise en place des élections et le respect des résultats suite au dépouillement des suffrages, l'expression populaire tout le long de mandat et également le respect de l'opposition. Donc ma réponse s'inscrit dans ce triptyque-là et je n'intègre pas dans ma réponse ni la direction du CCAS, ils ne sont pas mes interlocuteurs, et encore moins des agents. Poser des questions quand on est une opposition n'est en aucune manière une remise en cause du travail de quelque administratif que ce soit, mais s'inscrit bien dans la logique, ne serait-ce que de la définition d'une opposition et aussi dans sa définition constitutive de contrôle. Ni plus ni moins. Le reste, je ne réponds pas. Oui, mais ça n'exclut pas que des précisions soient portées et que des informations soient portées à la population qui, elle aussi, écoute et a besoin de savoir. Donc il est tout à fait logique que l'opposition s'exprime et pose des questions, interprète, mais il est tout aussi nécessaire que la majorité apporte les explications en bonne connaissance de cause. Donc la mise au point était justifiée et nécessaire. Merci. D'autres remarques, d'autres questions diverses? Il n'y en a pas? Ben, c'est très bien. Nous allons peut-être pouvoir terminer plus tôt. Alors, je voudrais vous dire deux, trois choses. D'abord, que je vous invite à participer évidemment aux manifestations qui sont organisées au Lamentin, en particulier la nuit avant Noël et la soirée des sportifs demain. Venez, soyez présents. Je voudrais aussi vous dire que nous avons prévu en salle 0 à la cafétéria un petit pot amélioré, puisque c'est notre dernier conseil de l'année. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous tous ces moments de conseil municipal tout au long de l'année. C'est notre dernière séance cette année, donc je tiens à vous souhaiter
en mon nom propre et probablement au nom de tous les élus, mais aussi au nom de l'administration, de très belles fêtes de fin d'année, en particulier les fêtes de Noël. Donc merci à tous et à toutes, et on se retrouve tout de suite en bas. Merci beaucoup et merci à la télévision de nous retransmettre, merci à l'administration de la qualité du travail qui est fait pour nous. Merci.